opposé à cette manifestation au stade, oui ou non? Par ces termes, oui. Très bien. Le jour de la manifestation, vous avez parlé du colonel Tchebourou. Et il me semble avoir entendu que au départ, les échanges étaient cordiaux, n'est-ce pas, avec lui? Bien sûr. N'est-ce pas? Et est-ce qu'il en est resté ainsi jusqu'à la fin? Bon, les échanges cordiaux étaient au moment où on était au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser. Moi, je peux l'interpréter comme tel, quelqu'un d'autre peut l'interpréter autrement. Mais comme c'était dans une période surexcitée, il y avait, disons, des positions tranchées de part et d'autre. Il nous a été rapporté ici, à travers des procès-verbaux des parties civiles, qu'effectivement, le colonel Tchebourou s'en est pris personnellement à plusieurs parties civiles à travers ses agents. Est-ce que quand on vous dit ça à la barre, vous pouvez croire? Je vous écoute, oui, je n'ai pas compris. Ces agents ont participé au maintien d'ordre. Est-ce qu'on peut y croire? Au maintien d'ordre? Oui. D'abord, le colonel Tchebourou, quand il était avec vous dans ces entretiens, est-ce qu'il était accompagné d'agents? Il y avait peut-être quelques agents. Il y avait des agents du CMIS qui étaient à côté. Bon, comme je ne connais pas le nombre des hommes liés au colonel Tchebourou, peut-être que d'autres étaient dans d'autres théâtres des opérations. Vous avez déclaré ici que le colonel Tchebourou n'avait pas d'autorité sur les agents. Est-ce que vous parlez des militaires ou des gendarmes et policiers? Parce que la distinction, elle est importante. Vous parliez de quel type d'agent? Non, à ce niveau-là, je ne peux parler que la manière dont un agent a intimé l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, très bien, ils vont jeter des grenades et le colonel Tchebourou était en face de lui. Et je pense qu'un officier de son rang qui a pris l'initiative de nous amener à la clinique et un autre subordonné qui dit non, ce n'est pas possible, sinon je fais sauter la clinique, ça posait problème. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que ça représentait presque un trophée de l'autre côté. C'était presque un trophée. En réalité, il n'avait pas de contrôle peut-être sur les bérets rouges et les militaires. Ça, c'est peut-être plausible. Mais est-ce que sur l'esplanade du stade, vous avez vu un seul agent désobéir aux ordres de M. Tchebourou? Je ne l'ai pas vu en tant que tel prendre une initiative au moment où on était à l'esplanade du stade du 28 septembre. Donc, vous parlez d'insubordination au niveau de la clinique, n'est-ce pas? Simplement au niveau de la clinique pour dire les choses telles qu'elles se sont passées. Bien. Parce que c'est très important de le dire. À l'intérieur du stade, quand vous êtes arrivé, on ne va pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Vous avez dit que quand vous avez appelé le colonel Tchebourou, il est venu à votre secours, n'est-ce pas? Disons, je me suis montré et bon, il est venu vers nous en marchant et il nous a pris en charge. Est-ce qu'à cet instant T, il y avait des morts à l'intérieur du stade? Je ne peux pas le dire avec certitude puisque je ne pouvais pas savoir ce qui se passait à l'intérieur du stade dans tous les coins et recoins. Sur les environs, là où vous étiez, est-ce que vous avez remarqué que des gens étaient blessés ou tués sur ces environs? J'ai vu beaucoup plus des gens qui étaient amassés et dont des jeunes enfants qui étaient mis à jour par un militaire. Vous avez parlé d'une femme, n'est-ce pas, qui était au milieu, encerclée par des militaires comme des vautours, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'à cet instant, vous étiez avec le colonel Tchebourou? Oui, puisqu'on traversait l'esplanade pour aller du côté où était garée sa Jeep. Est-ce que, logiquement,
tout le monde ne pouvait pas déduire que ces agents étaient en train de tenter de violer cette femme. La manière dont la scène que j'ai vue, humilier, déshabiller une femme en pleine journée au milieu de cette foule, entourée par des hommes en uniforme, c'était quelque chose de particulièrement révoltant. Donc, on n'a pas besoin d'être un génie pour deviner que cette femme était en train de se faire violer, oui ou non? Bon, le viol par extension, oui. Est-ce que... Puisque par rapport à ce que j'ai vu, pour être clair, le fait qu'elle soit déshabillée est en soi une atteinte à sa dignité. Par la suite, nous sommes partis. Je ne sais pas ce qui est advenu d'elle par la suite. Donc, le colonel Thieboro ne peut pas dire, au cours de ce procès, qu'il n'a vu aucune femme se faire violer. L'utilité de cette question, c'était ce point. Merci. Dites-moi, quand il vous a exfiltré du stade, il vous a conduit à la clinique, n'est-ce pas? Oui. À cet endroit, vous avez même dit qu'il y avait 2 militaires qui vous menaçaient, qui menaçaient la clinique, de faire sauter la clinique si toutefois vous étiez admis aux urgences là-bas, oui ou non? Bon, pour être plus clair, on était déjà admis à l'intérieur dans le couloir. C'est par la suite qu'ils sont venus et ont intimé l'ordre de nous sortir, sinon ils vont jeter une grenade à l'intérieur. Et donc, il a fallu remballer et remettre M. Diallo Selou. Est-ce que le colonel Thieboro était toujours dans l'enceinte de la clinique au moment où cela se produisait? On était ensemble. Vous étiez ensemble. Donc, c'est devant le colonel Thieboro que des militaires ont menacé de faire exploser la clinique, oui ou non? C'est vrai. Est-ce qu'il peut nier cette réalité ici? Comment? Qu'est-ce qu'il peut nier cette réalité? Le colonel Thieboro. Ce que j'ai vu, il l'a certainement vu également. Donc, M. Ba, M. Thieboro a déclaré ici n'avoir jamais assisté à cette scène. Qu'en pensez-vous? Peut-être c'est de l'amnésie. Comment? Peut-être c'est l'amnésie, mais c'est une réalité. Il était témoin, il était en face du monsieur. Donc, cet acte s'est produit en présence du colonel Thieboro. Est-ce que vous le confirmez? C'est clair. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Est-ce que vous savez que cette personne, c'est lui qui a menacé de faire exploser la clinique, c'est Marcel Guilavogui? Je vous l'apprends, M. Ba. D'accord. Voilà. Cela a été dit non seulement par les gardes-corps de Selou Daleng, également par Toumba Diakité lui-même. D'accord. Très bien. Vous savez pourquoi on n'a pas réagi quand cette menace a été faite? Non. C'est parce qu'il n'ose pas Marcel. D'accord. Mais il aurait été honnête en déclarant que cette scène s'est produite devant lui. Oui ou non? Pas de terme péjoratif. D'accord. S'il vous plaît. Ou de Monsieur le Président, je retire le mot. S'il vous plaît. Je retire le mot. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est une contre-vérité de dire qu'il n'a pas vu Marcel à la clinique Ambroise. Oui ou non? Affirmatif. Merci, M. Ba. Après la manifestation, est-ce que, après les faits, vous avez entendu à la radio ou à la télé un communiqué du gouvernement ou du président d'Addis condamnant les tueries au stade? Les circonstances de l'époque ne m'ont pas permis d'être attentif aux déclarations télévisées ou radiophoniques. Quelle aurait dû être la première réaction d'un chef d'État face à cette tragédie? Si vous êtes un homme d'État, vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait au moment des faits? Une condamnation ferme et toutes les dispositions seraient prises pour mettre la main sur les auteurs de ce massacre. Aucune condamnation.
Même pas une larme de crocodile. Rien absolument. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez qu'à travers une telle attitude, M. Moussa Dadis Camara a compati à la douleur des victimes? Bon. L'expression de la solidarité et de la compassion pouvait s'exprimer de manière beaucoup plus visible et plus claire. Est-ce que vous savez que quand cette tragédie a eu lieu, il vous a rendu responsable de cette tragédie à travers un discours? Je n'ai pas prêté attention. Est-ce que vous savez qu'il a dit que vous avez amené les jeunes à la boucherie? Il a dit. Je n'ai pas fait attention. Est-ce que ça, c'est l'expression d'une compassion à l'égard des victimes? Non, pas du tout. Très bien. Il a également été question des actions qui auraient été entreprises par le capitaine Dadis. On vous a cité la création d'une commission nationale d'enquête dont les membres ont été choisis justement en raison de leur complaisance envers le régime. Ça aussi, on est au courant. Ensuite, la création d'une commission, l'autorisation de la création d'une commission internationale d'enquête. N'est-ce pas? Est-ce que, dès après les faits, le capitaine Moussa Dadis Camara ne devrait pas, à titre conservatoire, suspendre toutes les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à ces massacres? C'est une responsabilité régalienne qu'il aurait pu utiliser. Est-ce qu'à votre connaissance, vous avez appris l'arrestation de militaires ou civils après ces événements? Non. Aucune personne n'a été arrêtée? À ma connaissance. À votre connaissance, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie que M. Moussa Dadis Camara a dans le sens de la lutte contre l'impunité dans ces conditions? Non. Très bien. Sur la responsabilité supposée des leaders, il a également été indiqué à cette barre que, à travers les avocats du capitaine Dadis, qu'aucun ordre formel n'a été donné à quiconque pour aller au stade. Vous l'avez entendu ici, oui ou non? Oui. Que Toumba l'a dit, Thieboro l'a dit, donc tous les deux ont dit qu'aucun ordre formel n'a été donné à quiconque d'aller au stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le fait d'interdire, en tout cas d'empêcher, pour le colonel Thieboro, le regroupement des militants au stade, ne constitue pas déjà les prémices de ce qui allait se produire au stade? C'est possible. J'avais oublié un point important. Quand vous avez quitté le stade, vous avez dit qu'au niveau de l'université, vous avez été intercepté par la hiérarchie sécuritaire. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je la confirme. Est-ce que vous avez pu reconnaître l'un des responsables militaires à l'époque ou sécuritaires? C'était surtout la haute hiérarchie policière du directeur général de la police et de tout le staff de cette hiérarchie. Est-ce que la présence de cette hiérarchie policière et sécuritaire aux alentours du stade, au moment des faits, a diminué ou arrêté les massacres qui se perpétraient au stade? Pour être plus clair, c'est un convoi avec plusieurs véhicules que nous avons rencontrés juste aux abords de l'université et le colonel Thieboro a arrêté sa Jeep pour échanger avec les hauts gradés de la police. À votre connaissance, les massacres ont commencé le matin. Est-ce que les massacres n'ont pas commencé le matin pour se poursuivre jusqu'au soir? Au moment où on a rencontré ce convoi, c'était possible d'arrêter le massacre parce que les moyens et les dispositions auraient dû être prises immédiatement pour stopper le carnage qui était en train d'être perpétré. Est-ce que ça a été le cas? Parce que c'est beaucoup plus après notre départ qu'il y a eu plus de massacres et plus de sauvagerie. Très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas pu arrêter ces massacres en envoyant peut-être plus d'hommes, sécuriser les manifestants qui étaient à l'intérieur du stade et dans les abords?
non-assistance en personne en danger. Et de ce point de vue, c'était quelque chose de manifeste parce qu'on aurait pu sauver beaucoup de gens. À qui on peut incomber cette responsabilité? Bon, à partir du moment où les hautes autorités, dont la mission est de protéger les citoyens, se sont révélées impuissantes ou passives, cela veut dire qu'il y a eu, disons, d'autres beaucoup plus puissants qui les ont empêchés d'agir. Très bien. On va parler de Claude Pivy. Et au moment des faits, est-ce que vous avez arrêté des victimes de pillage dans vos rangs? Bon, à partir du moment où l'après-midi et le surlendemain, ce qui se passait dans la capitale était indescriptible puisque c'était pratiquement une zone de non-droit où la violence sévissait partout. Et on ne peut pas, de manière précise, indiquer le nombre de domiciles pillés, de voitures volées, de personnes blessées. C'était, de ce point de vue, la chose la plus commune. Est-ce que, logiquement, cela aurait pu avoir lieu si ce n'était pas dans un plan savamment orchestré pour punir ceux qui ont survécu au stade et dans les quartiers favorables, dit-on, à l'opposition? C'est possible. Très bien. On va terminer par la responsabilité du capitaine Dadis. Est-ce que vous savez que des miliciens ont été recrutés justement en prélude à cette manifestation? Est-ce que vous êtes au courant? Nous avions appris qu'il y avait un camp qui a été construit à Kalea pour former des militaires. Vous avez vous-même vu à l'enceinte du stade des personnes qui étaient habillées en civil et qui avaient des armes blanches, oui ou non? C'est vrai. Est-ce que vous savez que ces miliciens-là ont été recrutés, entraînés et entretenus par le capitaine Moussa Dadis Camara? De manière explicite, ce sont des informations que nous avons apprises par la suite. Est-ce qu'il est possible dans un pays, au cours d'une junte militaire, que des miliciens soient entraînés et pris en charge dans un camp militaire sans que le premier responsable militaire soit au courant? C'est possible ça, M. Ba? Dans un pays de droit et dans n'importe quel État, ceci n'est pas envisageable, surtout dans un pays qui est la République de Guinée. Très bien. Il nous a également été rapporté à cette barre, à travers Toumba Diakité, que le jour du 28 septembre, le président Dadis a ordonné à Marcel et compagnie d'aller mater les manifestants au stade. Est-ce que vous le saviez? Je l'ai appris en écoutant et en suivant l'audience à la télévision. Est-ce qu'il est possible qu'un convoi militaire quitte le camp, siège du pouvoir du CNDD, plusieurs pick-up armés jusqu'aux dents? Est-ce qu'il est possible que ce convoi-là traverse tous les checkpoints, se rende jusqu'au stade sans que le premier responsable en soit informé ou les autres chefs militaires, de façon logique et pragmatique? De façon logique, ce n'est pas du tout envisageable. Très bien. Il a été rapporté que effectivement ces convois ont tous rallié le stade pour aller punir tous ceux qui étaient au stade. Oui. Très bien. Et dans un pays avec des pouvoirs séparés, à qui incombe le maintien de l'ordre? À l'exécutif. Très bien. À qui incombe la responsabilité de protéger les citoyens en cas de manifestation? C'est le rôle de l'exécutif. N'est-ce pas? Est-ce que c'était le cas? Est-ce que les manifestants ont été protégés? Pas du tout. Il vous a été reproché ici également que c'est vous qui devriez prendre les dispositions pour votre propre sécurité. Est-ce que dans un pays normal, il est possible de songer à une telle démarche? Ce n'est pas possible puisque nous ne sommes que des citoyens et toutes les institutions et les forces publiques doivent concourir à faire prévaloir les intérêts de la population. Est-ce que le fait, pour vous, de n'avoir pas reçu les forces nécessaires pour votre protection
était un motif pour annuler la manifestation? Pas du tout. Est-ce que ce n'était pas un droit que vous étiez en train d'exercer, un droit naturel que vous étiez en train d'exercer? C'est le cas. N'est-ce pas? Est-ce que, de mémoire d'homme, vous avez assisté à autant de violence que les événements du 28 septembre? C'est beaucoup plus horrible, surtout le fait de s'attaquer à la dignité des femmes, à les humilier. Mais les massacres, on en a connu le 22 janvier 2007. Est-ce que, de mémoire d'homme, vous qui êtes politicien depuis plus de 40 ans, est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez assisté à des viols collectifs de femmes, de l'esclavage sexuel de ces femmes? Est-ce que vous avez assisté une seule fois à une telle scène? C'est un cas, le 28 septembre, et de ce point de vue, un cas unique qui a heurté la conscience nationale et même la conscience internationale. Et on vous a également parlé ici d'un communiqué qui aurait interdit tout regroupement et toute manifestation le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez effectivement dit que vous n'étiez pas au courant. Est-ce que ce torchon était suffisant pour empêcher la manifestation? Pas du tout. Très bien. Est-ce que le fait de manifester donne droit aux forces de défense et de sécurité d'assassiner, de violer, d'enlever les femmes et de torturer les citoyens? C'est un acte de guerre. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est produit le 28 septembre? Ce qui s'est révélé être la réalité. Très bien. Est-ce que l'emploi par le président Dadis de l'expression « ils ont envoyé les jeunes à l'abattoir » ne trouve pas tout son sens avec le recul? C'est possible. Très bien. Entre le bourreau et la victime, à qui doit-on demander des comptes? Au bourreau. Vous n'êtes qu'une victime. Bien entendu. Qui sont les bourreaux à votre avis? Ceux qui ont organisé, planifié et exécuté le massacre de la population. Et d'après ce qui a été rapporté à cette barre et toutes les enquêtes qui ont été menées, c'est le président Dadis qui est le principal ordonnateur des massacres du 28 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut décliner sa responsabilité? Cette responsabilité est multiple. Très bien. Est-ce que la prise en charge de certains malades efface les crimes odieux commis au stade? Non. Vous savez, le plus souvent, le bourreau, pour se racheter une conscience, prend en charge les victimes. Est-ce que cela est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Est-ce que s'il était question de choisir entre se faire soigner et ne pas se faire blesser, qu'est-ce que vous choisiriez? De ne pas se faire blesser. Très bien. Vous êtes un homme politique, n'est-ce pas? Oui. Vous œuvrez dans l'arène politique depuis plus de 40 ans. Que représente la parole d'un homme d'État? C'est sa valeur, c'est sa force, c'est son identité. C'est cela qui constitue l'ossature intrinsèque d'un homme politique. Le respect de l'engagement, le respect de la parole avec des convictions. Est-ce que le président Dadis n'avait pas promis de ne verser aucune goutte de sang d'un quelconque Guinéen? C'est vrai. Est-ce qu'il a tenu? Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il a trahi le peuple de Guinée? Bon, le peuple est en train de juger. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience. Et le coup de juge d'instruction. Et je pense que à ce niveau, à ce jour-là, est-ce qu'ils étaient en armes ou pas, ne relève pas de moi, parce que moi, je ne les ai pas vus en armes. Si vous avez des preuves contraires, je pense que c'est le bon moment. Moi, je ne suis pas arrivé au stade d'abord. Moi, je vous demande, pour une patrouille diurne, est-ce que vous maintenez ici que les éléments qui composent cette patrouille ne sont jamais armés pendant la journée? C'était des consignes données. D'accord.
Alors, vous avez déclaré aussi que dans le cadre du maintien d'ordre du 28 septembre, eux, ils étaient le deuxième rempart. Est-ce que vous confirmez ça? C'est aussi des consignes données. Donc, autrement dit, les policiers et gendarmes qui sont équipés pour le maintien d'ordre, ils sont en première ligne. Et quel était le rôle alors de vos agents pendant ce maintien d'ordre? Ça, c'est où je vous dis que généralement les maintiens d'ordre, comme on dit, marche pacifique, il n'y en a jamais eu dans ce pays. D'un point A à un point B, sans problème. Et généralement, ceux qui sont derrière, dans le constat opérationnel, ceux qui sont derrière, c'est eux qui font les gaz. Tous ces casses-là et tous ces des attaques au niveau des boutiques autres là, ça, c'est ceux qui sont derrière. Généralement, ceux qui sont devant sont avec les responsables. Si vous remarquez, l'hostilité, c'est derrière. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. J'ai bien compris. C'est vous qui n'avez pas compris certainement. Mais j'ai pas répondu. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que les gens étaient derrière pour s'occuper, en cas de casse et autres là, des bandits qui vont vraiment s'occuper de s'attaquer aux boutiques des gens. C'était pour ça. Parce que ceux qui sont derrière, généralement, c'est des bandits. Ceux qui sont devant, c'est les responsables. Voilà ma question. Je vais la reprendre. Vous avez dit ici que ceux qui sont équipés pour le maintien d'ordre sont en première ligne, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Maintenant, vos agents sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont à la seconde ligne ou pas? Dans le cadre du 28 septembre, ils étaient où? Mais c'est ce que j'ai dit. Si, ça c'est des consignes données, de rester toujours derrière pour voir si un magasin ou une boutique ne peut pas être attaqué après par les bandits. Donc, ce qui signifie, on peut conclure que vos agents et vos éléments ont participé au maintien d'ordre le 28 septembre, oui ou non? Ça, ce n'est pas de maintien d'ordre. Ça, c'est notre mission régalienne en termes de chargés du grand banditisme. Attendez, pour que je comprenne, quand même, vous confirmez qu'ils étaient sur les lieux le 28 septembre, oui ou non? Je pense que je l'ai dit tantôt. Et non, mais répétez, mon colonel, s'il vous plaît. D'accord. Ils étaient sur les lieux, oui ou non? Oui, derrière, pour vraiment encadrer le truc et veiller sur les casses. Dans combien de pick-up? Sur l'artère, là, je pense qu'il y avait 2 pick-up. Je l'ai dit tantôt. Et dans l'autre artère? Parce qu'il n'y avait pas que l'axe Le Prince, il y avait aussi la route. L'autre aussi, 2 pick-up. On n'avait pas beaucoup de pick-up. Donc, finalement, au lieu de 2 pick-up, on a 4 pick-up. N'est-ce pas? Non. Est-ce que les 4 pick-up étaient là-bas? Je le confirme? Mais c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi. C'est ça qui a dit. Et l'autre artère. L'autre artère, c'est l'autoroute. Oui. Mais c'est les abords du stade? Non, non, non. Ils étaient où, la jonction? Les 2 pick-up étaient où alors? Ceux qui étaient sur l'autoroute là, ils étaient à quel endroit? Est-ce que je le sais? Je t'ai dit que la mission régalienne de ces gens-là, c'est pour faire la patrouille nocturne d'une. Si les 2 pick-up étaient vers Koya ou il sait où, ça, je ne sais pas. Mais ils étaient quand même en mission, n'est-ce pas? Quoi? Ils étaient en mission quand même. Tout le monde, comme tous les jours. Tout le monde était en mission? Oui. Y compris tous vos éléments? Quels éléments? Les agents des services spéciaux, ils étaient sur le terrain, n'est-ce pas? Ils étaient en mission. On va temporiser le débat. Laissez-moi vous dire juste, laissez-moi vous expliquer juste le petit passage là. Je t'ai dit, et je le réitère devant qui que ce soit, que ce jour, il n'y avait que 2 pick-up sur la terre là. Parce que généralement, et de façon traditionnelle, il y a 4 pick-up qui sortent. Est-ce que vous voyez? Qui sortent 2 de l'autre côté, et l'autoroute, et 2 sur la route de Prince. Est-ce que vous voyez? Alors, s'il y a vraiment manifestation comme ils ont fait à Bonfim et autres, dans beaucoup de cas, je pense que les 2 là avaient comme consigne, vous restez derrière pour veiller sur les différentes casses. Il ne faut pas que les gens s'attaquent aux boutiques des pays citoyens. Donc, les 2 qui étaient aux abords du stade avaient pour mission de sécuriser, selon vous, les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade. Il faut qu'on soit précis. Mon frère, alors, parlons de façon précise ce qu'on dit, parce que c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas que vous m'emmeniez sur les pistes qui n'est pas la mienne. Non, moi je ne vous amène nulle part. Hein. Okay. Ce n'est pas moi qui vais vous amener. Voilà. Ensuite, je voudrais savoir, vous avez parlé de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? À la page 4 de votre procès verbal d'interrogatoire, que le président va me permettre de lire, il est mentionné, deuxième paragraphe, pour les confrères de la défense. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs
ce à quoi je suis farouchement opposé parce que je le connais. Qu'est-ce que cela signifie, mon colonel? La réponse a été donnée, comme le président dit de répondre tout. Et je pense qu'au stade, qu'on appelle là, devant Amourage Paré, ce qui s'est passé là-bas, c'est parce que nous sommes là aujourd'hui. Non, écoutez. Suivez-moi, j'ai fini là. Non, moi je ne suis pas arrivé à Ambroise, ça c'est une autre question. C'est au stade. Quand vous êtes venu au stade... Est-ce que j'ai dit là-bas au stade? Oui. Il faut relier. Non, je suis calme, monsieur le président. Page combien? Bon, je vais lire tout le paragraphe. Peut-être que vous allez vous retrouver. Très bien. Le premier que j'ai rencontré fut Selouda Lendialo, c'était vers la porte. La porte, on parle du stade. Il m'a fait part du comportement des loubards qui sont les bérets rouges de Toumba. Je n'avais même pas vu ce paragraphe. Voilà. J'ai expliqué que je les ai toujours dit que cette armée est incontrôlée. Entre-temps, Sidia Touré, mais un peu blessé, je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes pour les diriger vers ma voiture. Non loin de là, j'ai récupéré Jean-Marie Doré que les gens frappaient. Revenant sur mes pas, j'ai trouvé Dalin à terre à qui on administrait des coups de bâton. J'ai donné un coup de pied à ce béret rouge qui le frappait. Je précise que moi-même, j'ai reçu plusieurs coups. Ensuite, maintenant, le paragraphe se poursuit. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais. Il m'a traité de traître, mais je n'ai pas lâché prise. Qu'est-ce que cela renvoie? J'ai donné ce paragraphe par rapport à notre intégration devant choses qu'on appelle là. Quand nous sommes poursuivis jusqu'au niveau de Amourage Paré. Non, non, mon colonel, je suis désolé. Non, non. Ça, c'est dans l'enceinte même du stade que vous l'avez dit. C'est dans votre procès verbal, mon non, colonel. mais je n'ai pas dit là-bas à l'enceinte du stade. C'est un paragraphe qui est isolé. C'est dans le stade. Non. D'abord pour les embarquer. Monsieur le Président, il est en train de lui donner des réponses. Non, s'il vous plaît. Non, éloignez-vous. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de répondre à la place de l'accusé. Oui. Je vais te situer par rapport... Gardez une distance. Demandez d'observer une distance là. Monsieur le Président, s'il vous plaît, bon. Tout juste un rappel. Bon. C'est bien compris. Ce que je veux préciser, la parole en même. S'il vous plaît. Arrêtez ça. Évoluons. Arrêtez ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est bon de rappeler les règles. Mon colonel, oui. Est-ce que Toumba vous a dit, vous a traité de traître, oui ou non? Si. Pourquoi? Non, il m'a dit traître, parce que je me suis opposé à eux. Vous êtes opposé à lui, pourquoi? Et des injures comme ça étaient entre nous, chaque fois. Même une fois, il m'a agressé quand on accompagnait tous au ministère de la Justice ici. De ce pas, nous sommes partis à l'hôtel Kamien ici, mais il me donne des coups de poing. Donc, quand vous avez déclaré... là, il peut le prouver. À chaque fois qu'on se croisait, des mots qui glissaient ou bien des démonstrations. S'il vous plaît, restons dans le contexte du stade du 28 septembre et des événements, pas des antécédents qu'il y a eu entre vous. Vous avez déjà expliqué ça. Voilà. La question que moi je voudrais vous poser, est-ce que vous maintenez cette déclaration que Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais? Est-ce que c'est de vous?
Bon, je vous dis oui, jusqu'à preuve du contraire. Merci, merci beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est ce que je dis. Jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, tous ceux qui étaient en béret rouge au stade sont venus avec lui. Avec? Avec lui. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Même celui qui m'a frappé, c'est quand la déclaration, quand Jean-Marie Doré a fait sa déclaration, que je me suis dit que j'étais en danger. Parce que pour moi, un militaire normal ne peut pas vraiment prendre le bâton, frapper un commandant. Mais je me suis dit que j'étais en danger. Et jusqu'à preuve du contraire, comme c'est son arrivée au stade qui a créé tout ce problème avec ces hommes, jusqu'à preuve du contraire, je maintiens cette déclaration. Maintenant, dites-moi, mon colonel, est-ce que, à votre avis, si vous n'étiez pas intervenu, est-ce que Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders? Je ne peux pas être Dieu pour le dire. Mais ce qui est sûr et certain, j'ai reçu des coups et j'ai été pourchassé jusqu'à Mouraï Paré. Donc, ni était votre intervention, une guerre civile aurait éclaté, selon vos propos, si on tuait les leaders. Ah non, mais vous le savez comme moi. Merci. Si un Dalin mourait ce jour au stade, tout le monde sait que ça pouvait vraiment dégénérer autre chose qu'on ne souhaite pas. Donc, si vous n'étiez pas intervenu, Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders. Est-ce qu'on peut affirmer ça? Bon, si vous pouvez affirmer, mais pour moi, je sais que... Votre avis? Non, les leaders l'ont dit. Ils savent qu'ils l'ont dit. Il faut aller dans le... Non, maintenant, et vous? Non, pour moi, je ne savais pas quelle est son intention finale. Je ne savais pas quelle est son intention. Est-ce qu'il a tenté ou ses hommes ont tenté de les tuer? Moi. Oui ou non? Moi? Non. Les hommes de Toumba ou Toumba, est-ce qu'ils ont tenté de tuer les leaders? Non, mon frère, ça c'est quelle question. Moi-même, j'ai été braqué 2 fois par âme. Voilà, donc ça résume tout. J'ai été poursuivi. Si cela ne vous suffit pas comme indice... Merci. Alors, je suis satisfait sur cette question. C'est ça. Ensuite, vous poursuivez toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire. Là, juste au moment de transporter la cellule d'Alendialo à l'intérieur, Toumba et ses hommes sont venus nous encercler devant la porte, dégoupiller les grenades et menacer de nous faire exploser tous en cas d'admission d'un des leaders dans la clinique. Est-ce que vous avez dit ça? Si j'ai dit, et je pense que d'autres leaders témoins l'ont dit. Merci. Donc, vous confirmez à cette barre que Toumba et son groupe ont dégoupillé une grenade et vous ont menacé de la faire exploser si un des leaders était admis à l'hôpital, n'est-ce pas? Je l'ai dit et je pense que... Par oui ou non? Oui, je l'ai dit, mais d'autres personnes l'ont dit aussi. Très bien. Enfin, après tout, c'est sur la même page, hein. Après tout, je me suis rendu au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au capitaine. Qu'est-ce que vous êtes allé lui rendre compte? Je pense que tout le monde a rallié ce jour-là, même les ministres au camp, pour voir ce qui s'est passé et puis apporter le concours. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez responsabilisé pour le maintien d'ordre, vous n'étiez pas allé pour lui rendre compte de ça? Est-ce que ce n'était pas le cas? Le rôle que j'ai joué là, ne mérite-t-il pas un compte-rendu? Le rôle comment j'ai joué, le constat que j'ai fait ce jour-là, ne mérite pas pour toi un compte-rendu éventuel? Ok, très bien. Et le dernier paragraphe qui m'intéresse sur cette page, parlant au capitaine, vous avez dit, je lui ai dit que son petit Dieu a investi le stade pour blesser les leaders et étant d'autres, impulsif qu'il est, il m'a répondu que Toumba va payer et qu'il va le mettre à la disposition de la haie. Il m'a remercié. Est-ce que M. Moussa Dadis Camara vous a dit ça? J'ai dit bien sûr dans ma déposition, il était très fâché. Parce que qui connaît Moussa Dadis, on sait qu'il est loin d'être un criminel, à moins que le contraire soit produit. Selon vous, donc, pourquoi? Le jour-là, quand je suis parti, je l'ai trouvé déjà avec des gens. Les totos y étaient et tout. Et j'ai fait le compte rendu. Et petit Dieu, le mot petit Dieu, nous-mêmes, je disais tout le jour. Même à Sekouba, je disais que c'est leur petit Dieu. Parce que me faire sortir du camp, jusqu'à peu du contraire, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai pas digéré parce que c'était vraiment une manière de suivre un peu ma petite dignité, qu'on me fasse sortir du camp pour m'envoyer à un coin vraiment isolé. J'ai dit, j'appelle toujours petit Dieu.
Donc ça, c'est un truc que même maintenant, je peux le réitérer devant n'importe qui. Est-ce que... pourquoi, selon vous, M. Moussa Dadis Camara a appelé Toumba petit Dieu? Pourquoi? Non, ce n'est pas lui qui appelait, c'est nous qui appelons le petit Dieu de Badiz. Ah oui. Donc, c'est parce qu'il est impulsif. Qui est impulsif?